messieurs, bonsoir. À la une de cette édition, nous reviendrons sur le conflit russo-ukrainien avec la Russie qui hausse le ton et fait de nouveaux usages de son missile balistique Oreshnik. Retour ensuite sur l'incendie de Crans-Montana alors que les gérants du bar sont entendus par les juges. La question de la responsabilité des autorités locales se pose. Et enfin, en Iran, les manifestations se poursuivent dans une ampleur inédite. La Russie a de nouveau frappé l'Ukraine en utilisant pour la deuxième fois son missile balistique Oreshnik, une façon pour Moscou de hausser le ton dans le rapport de force avec les Européens et les Américains. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. Depuis le début de l'année 2026, avec les différentes offensives spectaculaires entreprises par Donald Trump sur les continents américains, on en aurait presque oublié le conflit en Ukraine. La dernière et énième réunion de la coalition des volontaires à Paris en début de semaine est presque passée inaperçue, tant le monde avait les yeux rivés sur les actions brutales et rapides du président américain entre le Venezuela, le Groenland et les navires saisis par la marine américaine. Mais les Russes viennent de se rappeler au souvenir de l'actualité, en utilisant de nouveau leur missile balistique à tête multiple Oreshnik sur la ville de Lviv. Ce fameux missile développé par la Russie est régulièrement mentionné par Moscou pour menacer les Européens, ou à tout le moins leur rappeler les capacités militaires de la Russie. Et à la différence de plusieurs missiles balistiques développés par les Russes ces 10 dernières années, mais qui n'avaient pas tous forcément bien fonctionné, l'utilisation en conditions de guerre de l'Oreshnik permet à la partie russe de rappeler qu'elle ne bluffe pas. Selon Romain Bessonnet, cette frappe avec l'Oreshnik envoie plusieurs messages aux Occidentaux. Ce qu'on peut noter donc sur les attaques de cette nuit et de ces derniers jours, c'est que la Russie a envoyé plusieurs messages aux Ukrainiens et leurs parents occidentaux. Alors, le premier, c'est l'attaque d'Oreshnik qui a visé la ville de Lvov cette nuit. On peut remarquer que cette attaque, en fait, elle a 3 buts. Le premier, c'est de montrer aux Ukrainiens qu'ils doivent mettre de l'eau dans leur vin parce que la Russie a les moyens, en fait, de mettre à genoux l'intégralité de leur infrastructure économique. Ces missiles Oreshnik ont en effet endommagé très sérieusement le plus gros centre de stockage de gaz d'Ukraine dans la région de Lvov. Donc ça, c'est vraiment un coup dur pour l'économie ukrainienne. Deuxième chose, les Russes ont envoyé un deuxième message, donc c'est aux Européens, à la fameuse coalition des volontaires qui, avant-hier, avait fait un sommet à Paris et avait fanfaronné en disant, notamment les déclarations du président Macron qui avait dit que les Russes le veulent ou pas, la coalition des volontaires enverra une force multinationale de sécurité à l'arrière du front en cas d'accord de cessez-le-feu. Les Russes ont dit c'est pas comme ça que ça se passe et si vous faites ce déploiement, eh bien voici les moyens que nous sommes capables de déployer pour détruire les troupes étrangères qui seraient déployées en Ukraine. Les Oreshnik, qui ont été donc tirés cette nuit, ne sont pas interceptables par les moyens de défense antimissile actuels. Ça a été confirmé par tous les experts militaires cette nuit. Troisième chose, c'est bien sûr vis-à-vis de l'administration américaine. La Russie a montré son mécontentement vis-à-vis de la capture de son navire, battant pavillon russe. Et donc, les Russes ont dit il est maintenant temps de faire de la désescalade en matière de capture de navires ou de ressources économiques russes, parce que sinon, la Russie pourrait monter dans les extrêmes. Et je pense que le message, ça a été surtout ne touchez pas à Cuba, parce que on pourrait aller vers une crise des missiles. Le troisième aspect n'est pas dit aussi clairement dans les déclarations russes, mais je pense que c'est un élément de la négociation générale entre Donald Trump et Vladimir Poutine, notamment sur la coexistence dans les sphères d'influence respectives des deux puissances. Par ailleurs, en dehors de cette frappe sur Lviv, les Russes ont frappé durement les installations ukrainiennes, provoquant des coupures de courant massives dans la région de Dnipro. Une situation dramatique pour les civils, privés de courant depuis plusieurs jours en plein hiver, et très dommageable pour la production industrielle ukrainienne. Le deuxième fait, c'est l'attaque combinée contre la région de Dnipro et de Kiev, qui a entraîné le blackout total dans ces deux villes. À Kiev pendant plusieurs heures. Dnipro est donc sous blackout déjà depuis maintenant presque 3 jours. Là, pour le coup, le but, c'est de mettre à genoux l'économie ukrainienne, étant donné que Dnipropetrovsk est le plus grand centre industriel ukrainien.
il est vital pour l'économie ukrainienne en général et pour son économie de guerre en particulier, du fait que c'est un très gros producteur d'acier et c'est un très gros producteur donc de matériel technologique, notamment de certains composants pour les drones et l'aviation ukrainienne. Donc là, pour le coup, la Russie en fait touche le cœur économique de l'Ukraine et confirme sa stratégie qui est que les avancées sur le terrain en fait ne sont pas capitales pour le destin de la guerre. Ce qui est capital, c'est l'économie, c'est le fait de mettre à genoux l'économie ukrainienne pour la rendre non finançable par les Occidentaux, étant donné que, et c'est Donald Trump qui l'a confirmé encore cette nuit, les États-Unis se retirent de la partie pour ce qui est du financement de l'Ukraine. Donc le financement de l'Ukraine est entièrement sur les épaules des Occidentaux. Et donc, l'idée de la Russie, c'est de rendre cette Ukraine le plus cher possible pour le contribuable européen, afin que l'Europe arrête sa position jusqu'au boutiste dans les négociations de paix sur l'Ukraine. La partie ukrainienne n'est toutefois pas totalement en reste, puisque les forces armées ukrainiennes ont réussi des frappes qui ont privé des centaines de milliers de Russes de courant dans la région de Belgorod, et ont également réussi à frapper un tanker russe près des côtes turques, ce qui devrait sans doute agacer le président Erdogan, qui a multiplié ces derniers mois les demandes aux différentes parties du conflit à ce que la mer Noire ne devienne pas un champ de bataille. En attendant, les négociations semblent patiner et on ne voit toujours pas de sortie du conflit. Pas sûr toutefois que cela contrarie tant que cela Donald Trump, qui a toujours dans son jeu la carte du conflit ukrainien et peut l'utiliser pour soumettre les Européens à sa volonté. L'incendie de Crans-Montana, toujours au cœur de l'actualité. Les gérants du bar sont entendus par les juges et la question de la responsabilité des autorités locales se pose. Renaud de Bourleuf. Que s'est-il vraiment passé à Crans-Montana ? Ce vendredi, Jacques et Jessica Moretti, gérants du bar dansant Le Constellation, ont été entendus par les juges suisses pour l'incendie déclenché dans leur établissement dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Ils sont soupçonnés de graves négligences ayant conduit à la mort de 40 personnes et blessé 116 autres, dont un grand nombre de mineurs. Alors qu'une journée d'hommage s'est tenue vendredi également, plusieurs questions se posent quant aux défaillances en matière de sécurité. Mardi, la commune de Crans-Montana a admis un manquement au contrôle périodique de la sécurité incendie du bar. En effet, la loi helvétique impose au service de sécurité communal de faire ses visites périodiques chaque année dans les établissements recevant du public. Or, le Constellation n'avait plus été contrôlé depuis 2019. Mais une telle défaillance est-elle due seulement à de la négligence ? Philippe Isner, diagnostiqueur immobilier, réside à proximité de Crans-Montana. Il souligne que dans le canton du Valais, la corruption et les conflits d'intérêts sont extrêmement courants. Concernant ce drame survenu aux Constellations, j'aimerais souligner le contexte particulier du canton du Valais, qui est souvent qualifié de Corse de la Suisse. Il y a un niveau de corruption ici particulièrement élevé et les communes de Verbier et Crans-Montana ont fréquemment défrayé la chronique, de même que le ministère public ici. Et ce contexte général a, à mon avis, un rôle dans le déclenchement de la catastrophe. Recrutement par cooptation, contrôle aléatoire, autant d'éléments qui pourraient expliquer pourquoi le Constellation, tenu par des personnes particulièrement bien intégrées dans ce canton huppé du Valais, n'a plus été contrôlé depuis 2019, mais aussi pourquoi les contrôles précédents n'ont pas abouti à des mesures de sécurité. La mousse qui a peut-être provoqué l'incendie aurait dû être détectée lors des expertises. Les contrôles effectués par la commune de Crans-Montana semblent obéir à une logique clientéliste, puisque certains établissements en fait sont contrôlés annuellement, donc dans les règles, et d'autres, au petit bonheur la chance, de temps à autre, passent de nombreuses années sans inspection, comme c'était le cas du bar Constellation. Donc on peut s'interroger évidemment sur les raisons de cet état de fait stupéfiant, et là encore la responsabilité du chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana me semble engagée. Il aurait dû être inculpé au même rang que en tout cas au même titre que les gérants de l'établissement du Constellation. J'ai l'impression que là ils servent de bouc émissaire et qu'on cherche à leur faire porter toute la responsabilité. Ce que je peux dire, c'est qu'une personne qui fait des travaux elle-même, ce qui était le cas du propriétaire de ce bar, doit être d'autant plus contrôlée puisque ça n'est pas une entreprise certifiée qui a fait les travaux, et la commission incendie aurait donc dû être d'autant plus attentive aux matériaux employés, et c'est une aberration que le bar Constellation ait pu réussir ses inspections incendie. Je ne me l'explique pas.
À toutes ces questions qui restent sans réponse s'ajoute une enquête comportant de nombreux vices de procédure. La commune tente de se faire passer pour victime dans cette affaire. Elle a eu le toupet de tenter de se constituer partie civile alors qu'elle est partiellement responsable de ce drame. Donc pour les Valaisans, ici, pour la population, c'est absolument scandaleux. Et je pense que le président de la commune de Crans-Montana devrait avoir la décence de démissionner compte tenu de tous les manquements de la commune dans cette affaire. Ce serait la moindre des choses. La façon dont le ministère public mène cette enquête est absolument lamentable. La procureure générale Béatrice Piou, dont c'est pourtant le rôle, n'instruit pas elle-même l'enquête pénale, alors qu'elle a été désignée à ce poste pour s'occuper des affaires importantes. Alors apparemment, 40 morts, 115 blessés graves, brûlés, c'est pas assez grave pour elle. Initialement, elle avait même nommé une procureure inexpérimentée, alors c'est absolument sidérant. D'après le Mediablick, elle effectuerait même une formation de communicante depuis quelques mois. Voilà. Alors je tiens à souligner que c'est une désignation, sa désignation à la valaisanne. On a désigné une personne qui n'a aucun passé de magistrat, qui était avocate avant ça pendant 20 ans, et elle dirige le ministère public alors qu'elle n'a aucune expérience de magistrate. Elle n'avait, avant sa désignation, conduit aucune enquête pénale. Par ailleurs, de lourds soupçons pèsent sur elle en matière de conflit d'intérêts. On va en parler. Les plaignants sont exclus des auditions, alors notamment l'audition du chargé de sécurité de la commune. Or, il faut savoir qu'en Suisse, les plaignants, les victimes ont le droit d'assister aux auditions, à toutes les auditions, de poser des questions ou faire poser des questions par leur avocat. Donc c'est en violation du code pénal suisse que la procureure générale et le parquet refusent aux victimes le droit d'assister aux auditions. Alors apparemment, à partir d'aujourd'hui, ça va changer, mais il reste qu'il va falloir refaire toutes les auditions déjà faites, puisqu'elles sont manifestement illégales, elles ont été faites dans l'illégalité la plus complète. Reste à savoir si le copinage notoire entre les autorités locales et les gérants de cet établissement UP n'ont pas été à l'origine de ces conséquences dramatiques. En Iran, la révolte de la faim sera-t-elle une révolution ? Des manifestations importantes ont été recensées à travers tout le pays avant que les autorités ne coupent Internet. Édouard Chenot. Au 12e jour, l'étincelle a provoqué l'embrasement. Dans la nuit du 8 au 9 janvier, les contestataires en Iran sont descendus dans la rue quelques instants avant la coupure d'Internet par les autorités. Toute communication avec le pays est donc interrompue, mais la coupure n'aura pas empêché que de nombreuses vidéos circulent, témoignant d'une mobilisation intense dans de nombreuses villes du pays, à Téhéran bien sûr, mais aussi à Karaj ou Mashhad au nord-est, ou encore à Kermanshah dans l'ouest. Des véhicules de police et des bâtiments administratifs ont été incendiés. Selon l'avocat Baki Manesh, conseiller des Français de l'étranger en Iran, ce qui se joue dépasse largement les slogans. Le contrat social est rompu, nous explique-t-il. J'ai personnellement assisté et été témoin de plusieurs manifestations et soulèvements durant les dernières années en Iran. J'étais toujours méfiant sur l'issue de ces manifestations. Pour la première fois aujourd'hui, il est évident que c'est quelque chose de plus grand. Ce que j'estime être une situation, je dirais, critique, est arrivé. Les Iraniens, que ce soit la classe populaire qui prend toujours tout dans la figure, mais jusqu'à la classe la plus aisée, les grands décideurs économiques sont aujourd'hui touchés par une situation économique, énergétique, une situation au quotidien qui est désastreuse, que nous n'avons jamais connue. Tous les entrepreneurs, les industriels avec lesquels j'échange sont clairs depuis plusieurs mois. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé à cause de la guerre de juin ou à cause de Trump. La crise de l'électricité, puis la crise de l'eau, la crise monétaire qui étrangle aujourd'hui le système économique et financier iranien, de ces manifestations peut sortir une véritable évolution, c'est ce que veut le peuple. Cette partie politique kurde basée en Irak ont appelé à la grève générale, tout comme Reza Pahlavi, l'héritier du Shah d'Iran. La contestation, qui a débuté à l'initiative des commerçants dans le bazar de Téhéran après la chute du rial, mobilise non seulement les couches défavorisées, mais aussi désormais les classes moyennes et supérieures, de plus en plus paupérisées. Alors, à qui la faute ? Baki Manesh souligne l'accumulation des crises. Sans aucun doute, les sanctions internationales sont une cause très importante de la misère économique et financière des Iraniens. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Tous les économistes sérieux
qui étudient l'Iran vous diront qu'il y a un problème de gestion parce que l'économie iranienne est à 70-75% une économie étatique et semi-étatique. Des pans entiers de l'économie détenue par les fondations islamiques, mais aussi des structures qui sont tenues par des gens qui sont proches du gouvernement, à savoir les gardiens de la révolution et des choses comme ça. Donc cela entraîne de graves problèmes parce que ce ne sont pas forcément les gens compétents qui sont aux commandes. Vous rajoutez à ça une crise énergétique. J'ai moi-même visité des usines qui, pendant de nombreux jours, n'avaient pas d'électricité du tout, donc ne tournaient pas. Or, ils devaient maintenir leurs salariés et les payer. À ça se rajoute la crise de l'eau, la grande sécheresse qui a touché l'Iran entre l'été dernier et l'automne. Vous avez une monnaie qui a plongé comme jamais auparavant. Tous les commerçants, tous les industriels avec qui je parle me disent ça ne sert à rien qu'on se lève et qu'on aille travailler, on perd de l'argent. Parce que ce que je vends aujourd'hui, l'équivalent de $5 par exemple, eh bien, si je veux le racheter immédiatement pour approvisionner mon stock ou mon usine, je dois l'acheter 9, 10, $15. La chute du rial rend donc impossible toute importation et toute revente pour les industriels. Et selon les sources de notre interlocuteur, plus de 40% de l'eau courante à Téhéran était perdue dans la distribution à cause du mauvais entretien. À l'heure actuelle, toute la question est de savoir si la caste qui bénéficiait du pouvoir et qui pourrait atteindre 1 million de personnes est touchée par la crise et serait prête à changer l'ordre établi. Bakimanesh espère qu'aucune intervention étrangère ne viendra compléter la donne dans le pays, alors que les manifestations voient, pour l'heure, moins de victimes que par le passé. Avant la manifestation d'hier, l'ONG Human Rights Activist News Agency recensait 42 victimes, dont 5 mineurs et 8 membres des forces de l'ordre. D'ailleurs, Donald Trump, qui avait menacé la semaine passée d'intervenir si les autorités iraniennes tuaient des manifestants, a nuancé hier son propos, jugeant que certains avaient été tués en raison de problèmes de contrôle des foules, sans vouloir désigner de responsables. Évoquant Reza Pahlavi, le président américain a estimé ne pas être sûr qu'il serait approprié à ce stade de le rencontrer en tant que président. Comme Bakimanesh qui espère un changement positif, Donald Trump attend pour l'heure de voir comment les choses évolueront. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Vote du Mercosur, encore un échec pour Emmanuel Macron et l'agriculture française en danger. Ce vendredi à Bruxelles, l'Union européenne a voté l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. La France n'a pas pu réunir de minorité de blocage, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni estimant que l'accord était finalement satisfaisant. Désormais, le texte doit passer devant les députés européens pour un vote au cours des prochaines semaines. L'euthanasie avance à pas de sénateur. Mercredi, à la Chambre haute, la Commission des affaires sociales a rendu un texte qui restreint la proposition de loi adoptée en mai par l'Assemblée nationale. Il n'est plus question de droit à l'aide à mourir, mais d'assistance médicale à mourir. Le pronostic vital doit être engagé à court terme, soit de quelques heures à quelques jours, alors que le texte des députés était extrêmement flou sur ce point. Et enfin, une clause de conscience est étendue à l'ensemble des professionnels de santé et le délit d'entrave est supprimé. C'est cette nouvelle version que les sénateurs examineront en séance plénière à partir du 20 janvier, pour un vote prévu le 28 janvier. Si ce texte est adopté en l'état, il retournera à l'Assemblée nationale. La version sénatoriale réduit drastiquement l'accès à l'euthanasie et au suicide assisté, mais ne fera nullement d'obstacle à d'autres amendements et d'autres élargissements, techniques du pied dans la porte. L'homme aux 1000 milliards de dettes va être payé pour donner des conseils. L'ancien ministre de l'économie Bruno Le Maire effectue son virage vers le secteur privé en rejoignant Marco Advisory Partners, un cabinet de conseil basé à New York, fondé par Nader Moussavisadeh, ancien conseiller de Kofi Annan à l'ONU. Le cabinet emploie environ 200 experts et conseils multinationaux et institutions internationales sur la géopolitique et l'économie mondiale. Bruno Le Maire intègre une équipe incluant Mark Carney, ex-gouverneur de la Banque d'Angleterre et actuel Premier ministre canadien, Brian Dees, ancien conseiller de Joe Biden, ou Catherine Söder, ancien secrétaire d'État allemand à la Défense. Cette reconversion intervient après l'échec de sa nomination comme ministre de la Défense et son activité de conseil chez ASML, où il a passé moins d'1 an. Bonne nouvelle, ce recyclage écarte à court terme tout retour en politique pour celui qui ambitionnait de mettre l'économie russe à genoux. Des vents d'une violence exceptionnelle. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la tempête Goretti a déferlé sur la France. Dans la Manche, une rafale de vent de 213 km/h a été enregistrée. Ce vendredi matin, 380 000 foyers étaient privés d'électricité, principalement en Normandie. De nombreuses routes ont été obstruées par des chutes d'arbres et de branches. Dans le Finistère, la tempête a provoqué 2 accidents de la route, avec 2 blessés sans gravité. Le vendredi matin, il restait 2 départements placés en vigilance orange vent violent,
les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. L'actualité internationale en bref. Ça s'agite encore entre X et la Commission européenne. La Commission a imposé jeudi une mesure conservatoire à la plateforme X après le scandale des images sexuelles générées par l'intelligence artificielle Grok. Une ordonnance de conservation oblige ainsi le réseau social à préserver tous ses documents internes relatifs à Grok jusqu'à fin 2026, facilitant l'accès des enquêteurs. Cette décision fait suite à la découverte de fausses images et vidéos à caractère sexuel impliquant des mineurs ou des femmes produites via des failles reconnues par Grok. Ce n'est pas la première mesure contre X. Une amende de 120 millions d'euros a été infligée en décembre pour manquement au DSA, le règlement sur les services numériques. L'enquête ouverte en 2023 porte sur des contenus illégaux et ou suspectés comme relevant de la désinformation. Grok a admis des lacunes dans ses garde-fous. Échange franco-russe. Le chercheur français Laurent Vinatier, 49 ans, spécialiste de la Russie, a été remis en liberté jeudi après plus de 580 jours de détention dans le pays. Arrêté en juin 2024, il avait été condamné à 3 ans de prison pour ne pas s'être enregistré comme agent de l'étranger. Les autorités russes l'accusant également de collecter des informations militaires sensibles sans toutefois retenir la qualification d'espionnage. Sa libération s'inscrit dans un échange de prisonniers négocié entre Paris et Moscou, mais fait suite à une question posée mi-décembre à Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse par le journaliste de TF1 Jérôme Garraud, sa chaîne n'étant pas interdite en Russie. Le président russe disait alors ignorer cette affaire. De son côté, la France a libéré le basketteur Danil Kasatkine, détenu pour suspicion de cybercriminalité sur demande des États-Unis. Accident spectaculaire au Dakar 2026. L'aventurier et présentateur espagnol Jesus Calleja, associé à son copilote Edu Blanco, a vécu un accident impressionnant lors de la 5e étape du Dakar 2026 en Arabie Saoudite, les contraignant à l'abandon. Leur pick-up Santana a piqué du nez après une bosse, s'est envolé et a effectué plusieurs tonneaux avant de retomber sur le toit. L'incident survenu au kilomètre 271 d'une zone dangereuse non signalée dans le roadbook a détruit le véhicule. Heureusement, ni Calleja ni Blanco n'ont été gravement blessés. L'équipage occupait la 43e place au général avant cet accident dans la seconde partie de l'étape marathon. Et alors que la France a connu des chutes de neige suivies d'une tempête, en Australie, les autorités sont en alerte maximale face à des feux de brousse dévastateurs qui menacent des dizaines de villes dans le sud-est rural du pays. Ce vendredi, des vents chauds et une sécheresse extrême ont créé des conditions catastrophiques selon les pompiers. La vague de chaleur actuelle, la pire depuis celle de 2019-2020, a déjà battu des records. 48,2 degrés à Woodina, en Australie méridionale, 45,9 degrés à Valpup, dans le Victoria, et à Haye, en Nouvelle-Galles du Sud. Les services météorologiques prévoyaient des températures encore plus élevées aujourd'hui, attisant les flammes. Un incendie majeur a ravagé 28 000 hectares à 150 km au nord de Melbourne, forçant l'évacuation de dizaines de hameaux dans l'état de Victoria. Ce soir, un zoom avec Bertrand Saint-Germain sur la République des juges. Demain, pour le samedi politique, Élise Blaise reçoit le président de l'UPR, François Asselineau, pour revenir sur l'enlèvement de Maduro par les États-Unis et les conséquences pour l'ordre mondial et le droit international. Dimanche, conversation et terre de mission. Enfin, lundi, dès 7h, un zoom à découvrir avec la journaliste Julie Graziani pour son ouvrage « Les escrocs, le blanchiment des idées sales ». C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi.